Champions League della fase a gironi contro lo Young Boys, gran palla per Dybala in area di rigore, rete! Paolino Dybala, un gol pazzesco della Gioia. Lì al limite sinistro, violento, ribattuta, Dybala, doppietta, il raddoppio della Juventus. Esattamente al 33esimo minuto per la gioia del presidente Agnelli. Giù il pallone proprio all'altezza del vertice dell'area, scambi stretti in area, è solo Quadrado, pallone in mezzo, Dybala, rete. 3-0, che azione, ragazzi. Azione meravigliosa della Juventus. Da favola. En version originale, les 3 buts de Dybala marqués contre les Young Boys de Berne et les commentateurs qui soulignent évidemment une action merveilleuse pour le 3e but. On s'attendait à un match facile et c'est exactement ce que ça a été finalement. Oui, voilà. D'abord, merci pour tes extraits. Hein. Quelle belle langue, hein. Incroyable. Hein. Alors pour le match en lui-même, écoute, formalité. Parce que ok, il s'agissait d'un match de Champions. Ok, les Young Boys, s'ils y sont, c'est certainement pas par hasard. Ok, ils dominent le championnat suisse, mais la différence entre les deux équipes est abyssale, quoi. Le seul danger qu'il aurait pu avoir, c'est si on débloque pas rapidement le match. Et à la mi-temps, tu vois, c'est terminé 0-0, donc les Suisses auraient pris confiance et ça aurait pu être dangereux. Mais là, on est rentré sur le terrain sans sous-estimer l'adversaire, avec l'envie de gagner le plus vite possible, avec l'œil du tigre, et la partie elle durait 4 minutes. D'ailleurs, à la 4e minute, magnifique passe en profondeur della Madonna de Bonucci. C'est fini, c'est plié. Si t'es pas amoureux de la Juve, tu peux zapper, aller regarder un film, quoi. On aurait pu même mettre quelques buts de plus de toi à moi. Une fois parce que Dybala, je pense que c'est lui, il prend un poteau intérieur. Et l'autre fois, parce qu'il y a un penalty grand comme une maison qui est pas donné, et ça commence à me courir sur le haricot, que tous les pénaux, on nous les donne pas, donc bref. Alors, le fait notable du match, on va pas se cacher, c'est le triplé de Dybala, et ça vraiment, personnellement, ça me fait très plaisir, parce que il passait un très mauvais début de saison. On a beau le protéger, on a beau dire des gentillesses sur lui, et son début de saison était vraiment pas terrible juste avant le match de Bologne, quoi. Selon moi, c'est à cause de sa position sur le terrain, mais ça, c'est encore un autre problème. Et là, triplé en Champions, on va dire qu'au moins, psychologiquement parlant, il n'y a plus de problème niveau Dybala. Donc là, il est lancé, il a plus d'excuses, et je suis sûr que tout ira très bien. Alors ok, comme je te dis, on aurait pu gagner par un score plus large, mais bon, 3-0, voilà, on s'en contentera, quoi. Et tu sais, moi je me suis dit quelque chose quand même d'assez amusant quelque part, c'est il y a quelques années, tu vois, on faisait des matchs nuls contre Copenhague et contre Nord-Jylland, et c'est typiquement le genre de match pour lequel j'aurais été inquiété, surtout que moi, de manière générale, je suis toujours très pessimiste pour les matchs de la Juve, presque par superstition, on va dire. Et là, vraiment, j'avais aucun doute sur le fait que la Juve allait gagner ce match, quoi. C'était juste impossible que la Juve ne gagne pas, et elle l'a totalement confirmé sur le terrain. Oui, voilà. Puis par rapport, excuse-moi de te couper, mais par rapport aux autres années, t'as vraiment l'objectif, quoi. T'as vraiment, on n'est pas là pour sortir des poules, on est là pour la gagner. Alors c'est pas de la prétention, bien évidemment, hein. On peut se faire sortir en 8e de finale si on tombe contre Barcelone ou je sais pas quoi, mais l'objectif est là. Donc quand on tombe contre une petite équipe, pas le temps de tergiverser. On est là pour faire des points, on est là pour marquer des buts et voilà. Oui, voilà, il faut faire le boulot. Concernant le triplé de Dybala, évidemment, en l'absence de Cristiano Ronaldo, il s'est retrouvé beaucoup plus avancé sur le terrain, et ça, c'est évidemment un point que tu avais beaucoup souligné, donc ça te donne raison, finalement. Oui, cette position d'attaquant de pointe, c'est vraiment ce qui lui va le mieux, hein. Enfin, c'est pas un hasard, en tout cas, de le voir marquer un triplé comme ça. Oui, non, mais c'est clair, hein. Dybala n'est pas un joueur créatif dans le sens intelligence du terme. Je dis pas qu'il c'est un crétin, loin de là, mais c'est un joueur qui joue à l'instinct. C'est un joueur qui va aller dans les déviations de balles, qui va faire quelque chose d'instinct, quoi. Et un numéro 10, c'est ok, il a l'instinct, mais par-dessus tout, c'est l'intelligence, c'est la vista, c'est la tempo, c'est attendre que les autres joueurs se replacent avant de lancer une action, etc. C'est pas le rôle de Dybala. Et pour moi, ce match-là me le prouve, comme le match contre Bologne aussi, ça me le prouve. Alors, en un match, Dybala a marqué la moitié de son total de buts en Ligue des Champions, c'est-à-dire que avant ce match-là, il était à 6 buts, donc il en a marqué 3, ça fait la moitié. Mais quelle valeur il faut accorder quand même à un triplé contre les Young Boys de Berne? Tu vois, il y a une différence entre des gars comme Messi et Ronaldo qui vont marquer des triplés des fois face à des adversaires de prestige, hein. J'ai pas d'exemple, mais l'histoire parle pour eux. Alors, quelle valeur on accorde vraiment à ce triplé au fond? Quelle valeur? C'est sûr que marquer 3 buts en finale de Champions League, c'est pas pareil qu'en marquer 3 contre Young Bern dans les poules, mais c'est toujours la Coupe des Champions, t'as toujours toutes les caméras du monde qui sont sur toi, t'as toujours l'appréhension de mal faire. Oui, c'est pas aussi extraordinaire
que d'en marquer dans d'autres occasions, mais c'est quand même notable. 3 buts, ce n'est pas rien en Coupe des Champions. Ça beau être Young Boys, si tu mettais, je ne sais pas moi, un attaquant moyen à la place, les 3 buts, il ne les mettait pas. Donc non, c'est notable et il faut le noter, voilà. Non, c'est évidemment remarquable, mais c'est vrai que voilà, par exemple, quand on regarde l'attitude du défenseur sur le premier but, alors la passe de Bonucci est sublime, mais c'est vrai que voilà, il est omnibulé par le ballon, il laisse complètement Dybala partir dans son eau, donc bon, quand on voit le match en général, ça fait un petit peu relativiser, mais évidemment, on a envie que Dybala confirme et se montre non seulement un grand attaquant en championnat, ça il l'a déjà montré qu'il l'était, mais un grand attaquant sur la scène européenne, ça a été un petit peu plus difficile. Et puis non, moi ce que j'ai aimé vraiment, c'est ce sera un thème commun avec l'Udinese, mais c'est la précision de l'équipe. Et puis le fait que aussi Allegri n'a vraiment pas lâché ses joueurs, même si le match était hyper bien embarqué. Et j'en veux pour preuve le moment où il s'est agacé avec Bernardeschi. Je sais pas si t'as entendu passer cette petite phrase cet extrait audio où il dit on n'est plus à la Fiorentina. Mais il est fantastique Allegri. Moi cette saison je le redécouvre. Ce n'est plus le même homme vraiment. Enfin, cette saison, même lui, il a fait un step en avant. Même niveau jeu, niveau automatisme, il y a des trucs qu'on ne voyait pas les autres saisons. Fantastique. Alors, ok, les supporters de la Fiorentina, ça leur fait pas plaisir. Et quand il a dit ça, c'était pas pour abaisser la Fiorentina. C'est simplement pour leur dire, écoute, à la Juve, chaque ballon a une certaine valeur. Chaque ballon doit être exploité au maximum. On ne peut pas se permettre de faire les superficiels, quoi. Rapidement, l'autre match du groupe, c'était Valence contre Manchester United, 0-0, c'est le résultat qui nous arrange le plus, finalement. Oui, ça nous arrange et ça montre aussi la valeur de Valence, parce qu'on avait gagné à Valence en jouant en 10. Et certains pouvaient se poser la question de savoir si Valence était un bon club, si on n'avait pas gagné parce que c'était juste mauvais, mais en fait, voilà quoi. Même si Manchester est dans une mauvaise passe, même s'ils ont gagné ce week-end, il faut pouvoir tenir le match nul là-bas. Donc voilà, Valence n'est pas une équipe matelas, comme on dit. Et ça agrandit encore notre victoire qu'on a fait là-bas. Et ça nous arrange. Et vivement le match contre Manchester. Ouais, ce sera au retour de la trêve internationale, donc dans un petit peu plus de 2 semaines. Et évidemment, on préparera l'avant-match comme d'habitude dans le podcast. On aura l'occasion de reparler un petit peu de ce Manchester United plein de péripéties. Allez, c'était mardi dernier, donc le match contre les Young Boys, et puis samedi 18h, la Juve se déplaçait sur le terrain de l'Udinese. Ça pouvait être un match piège. Allegri avait mis en garde ses joueurs avant, et puis fidèle à elle-même sur les dernières semaines, la Juve enchaîne que des victoires. Et là encore sur l'Udinese, elle s'est rendue le match facile. Écoute, moi si je devrais résumer notre prestation en un seul mot, ça serait phénoménal. Déjà parce que phénoménal, j'avais un petit manque de foot cette semaine, tu vois, entre les histoires sur Ronaldo qui font chier tous les Juventini mais qui apportent tant d'espoir aux autres et les pleurniches des frustrés qui invoquent un nouveau Calciopoli. Parce que tu vois, si selon eux, si on bat l'Udinese, c'est pas parce qu'on a 20 joueurs de classe mondiale, c'est juste parce que l'Udinese s'est laissé battre exprès, entre guillemets. Bref, c'était une semaine de gossip, de théorie du complot, de tout ce que tu veux, mais on n'a pas parlé beaucoup de ballon. Et puis je dis phénoménal parce que je m'attendais pas à une prestation du genre. Je me disais après 9 victoires de suite, je m'attendais, tu vois, un petit coup de mou, en plus il y a la trêve là qui arrive, donc je me disais, voilà, on va gagner 1-0, un match à l'arrache avec un but d'un guerrier genre Mandzukic, voire un 0-0 des familles. Et en fait, non, on a fait une prestation magnifique, fantastique, et c'était surtout du point de vue mental, parce que ça c'est vraiment le truc qui me plaît le plus. Plus que le jeu en lui-même qui commence à se mettre en place et qui devient vraiment super agréable à voir, plus que les automatismes, plus que les actions, c'est vraiment cette mentalité qui me fait kiffer, quoi. On combat sur tous les ballons, on cherche constamment le but, même quand on mène au score, et ça c'est vraiment la toute grosse nouveauté de la saison. On essaye constamment d'en mettre un de plus, on fait un pressing de dingue, et puis si on n'arrive pas à mettre un but de plus, c'est possible, on n'arrive pas à le mettre, même si on risque d'en prendre un en contre, mais cette nouvelle mentalité, personnellement, j'adore. Et puis il faut se rendre compte du match qu'on a fait, parce que dimanche, les joueurs de l'Udinese, ils ont fait une tranchée de la guerre 14-18. Et jouer de cette manière contre une équipe qui défend de cette manière, c'est vraiment pas facile. Concernant le match en lui-même, fait notable, premier but de Betancourt. Alors même comme l'a dit Del Piero, ce genre de but, même mon petit frère l'aurait mis, ça fait vraiment plaisir pour lui. On sent vraiment que ça l'a rendu heureux en plus, ça l'a débloqué, quoi. Mentalement, ça va lui faire beaucoup de bien. Et j'espère que ça va lui permettre de franchir un cap mental, quoi.
Alors là, je suis pas d'accord avec le grand maître Alessandro Del Piero quand même, parce que il est au départ de l'action. Hein. C'est lui déjà qui lance à merveille Cancelo, et puis après, il a l'intelligence d'aller quand même aller jouer ce ballon, alors qu'il y a Cristiano Ronaldo qui est juste à côté de lui. Mais non, voilà, il donne son ballon, et dans sa tête, il est déjà devant le but et prêt à le recevoir, et il le catapulte. Non, moi aussi, je suis ravi évidemment de ce premier but de Bentancur. Pour lui, c'est vraiment un événement, hein, parce que jusque-là, il n'avait marqué qu'un seul but dans sa carrière à Boca Juniors. C'était dans une large victoire contre les Newell's Old Boys, ça devait être un 4e but, je crois. Donc très très heureux pour lui. Et puis ça montre encore une fois la profondeur du banc de la Juve cette saison, avec des joueurs. Voilà, Khedira est absent, Emre Can un petit peu diminué pour jeu titulaire. On lance Bentancur et il répond présent. Comme toujours, oui, les remplaçants. Après, quand Del Piero a dit que c'était un but que même son petit frère a mis, à mon avis, il parlait du petit coup de tête, tu vois, pour la pousser dedans. Il n'a pas parlé de toute l'action, je suppose. Bon, maintenant, après, il est peut-être un peu frustré, le beau Alexandro, je ne sais pas, hein, mais à mon avis, il parlait de la finition, oui. Et puis, après ce but de Bentancur, le 2-0 de lui, du phénomène. Mais quel missile il a tiré du gauche. Je veux dire, un missile pareil, du gauche, du mauvais pied, mec, hein. De cette précision, de cette force. Moi, je te le dis, Skouffé, il a eu peur. Il a pensé que c'était les Russes qui bombardaient le stade, hein, parce que c'était vraiment incroyable. Et quand tu te rends compte que il met ce but, malgré sa semaine, malgré toutes les voix qui circulent sur lui, il est là, avec le mental d'un roc. Il semble super serein. Et ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Donc oui, moi, je voudrais dire un truc, franchement, c'est vous, joueurs de la Juve, je sais que vous nous écoutez nombreux dans les vestiaires, hein. Je voudrais vous remercier parce que ce que vous nous montrez cette saison, c'est vraiment plaisant à voir. Et ça faisait vraiment très 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 longtemps que je m'étais pas autant amusé à vous suivre. Surtout que ce match-là, il n'y avait pas Bernardeschi pour la majeure partie du match, il n'y avait pas Cuadrado, il n'y avait pas Douglas Costa. Vivement que cette trêve se termine, hein, et parce que moi j'ai vraiment hâte de voir le prochain match de la Juve. Non, mais enfin, je ne peux que te rejoindre, et c'est impossible de critiquer la Juve après cette prestation-là, même si je crois qu'il y a eu un poteau de l'Udinese, mais c'est vrai que justesse et précision, c'est vraiment les mots pour définir le match de la Juve, parce que t'as dit que l'Udinese s'était retranché à défendre à 11. Alors c'est vrai que c'est ce que je pensais dans les premières minutes. Je me dis mais les équipes qui mettent en danger la Juve, c'est jamais les équipes qui tentent de défendre à 11 comme ça et qui peuvent jouer certains parfois en contre. Non, les équipes qui ont fait trébucher la Juve ces dernières années, c'est des équipes qui ont eu le courage de l'affronter. Et je veux dire, on a bien vu cette saison sur des matchs comme contre Frosinone, par exemple, que la Juve, elle va toujours trouver l'ouverture. Donc ça sert à rien de jouer retranché comme ça. Non, tente des choses comme le Chievo a fait à la première journée. Ils ont failli faire un coup énorme, tente des choses comme Sassuolo a fait aussi, et essaye, voilà. Mais le plus ironique dans cette histoire-là, c'est que l'Udinese, ils se prennent un but, le premier but, ils se le prennent en contre. C'est-à-dire que c'est leur seule incursion pratiquement dans le camp de la Juve, c'est un corner, et au final, allez, ça repart en 4 passes, je crois, Dybala, Bentancur, Cancelo, centre, but. Et là, tu te dis que la Juve, cette saison, elle est vraiment impitoyable, en fait. Et voilà, le reste du match, c'est un récital. L'Udinese s'effondre complètement parce que leur plan de jeu est foutu, en gros. Et puis voilà, parce que alors il y a le deuxième but de Ronaldo juste après. Et puis il y a aussi une multitude d'occasions. Il y a la barre de Cancelo. Il y a 2 ou 3 arrêts au moins énormes de Scoufette. Enfin voilà, c'était un récital. Et 2-0, c'est un score qui est plutôt flatteur pour l'Udinese. Oui, c'est flatteur. On aurait pu gagner 4-5-0 sans problème. Après, je dis qu'ils ont fait des tranchées. C'était peut-être pas voulu, hein, c'est simplement le pressing qu'on a fait de dingue, quoi, mais c'est de mieux en mieux, hein, je t'assure, vraiment le jeu. Moi je ne sais pas, je ne vais pas me lancer des fleurs, loin de là, mais dans le tout premier podcast qu'on a fait de la saison, déjà j'avais deviné ce changement de mentalité. Je me disais, je suis peut-être fou, je sais pas, mais je me semble qu'Allegri a changé. Mais là, oui, non. À mon avis, on lui a fait comprendre qu'il s'agit de mettre son pied dans le football moderne, et une grande équipe moderne ne peut pas se permettre d'arrêter de jouer après un but. Là, on marque un but, on continue de pressing. On a fait du pressing, on menait 2-0. J'ai l'impression qu'on est en train de perdre le match. C'est un pressing incroyable. Non-gestion des forces. C'est peut-être parce que maintenant, on a 20 joueurs de classe mondiale, quoi. Bon, ils sont peut-être pas tous de classe mondiale, mais au moins 15 de classe mondiale, ça c'est sûr. Donc, à mon avis, on a de quoi faire une rotation, mais vraiment impressionnant. Incroyable. Que ça continue comme ça. Mais c'est vrai que c'est surprenant parce que, que la Juve prenne des points en début de saison, on a l'habitude, à part la deuxième saison d'Allegri, qui avait été un départ catastrophique. Mais voilà, la Juve, on sait qu'elle est capable de prendre les points sur début de saison comme ça.
Donc c'est pas forcément une grosse surprise de l'avoir gagné tous ces matchs jusque-là, même si c'était loin d'être acquis d'avance et que moi j'aurais imaginé facilement 1 ou 2 matchs nuls par-ci par-là. Mais voilà, ce qui est surprenant là par contre, c'est que on la sent lente à démarrer d'habitude, la Juve, à être performante, à être productive aussi dans le jeu. L'année dernière, elle s'est pratiquement jamais réveillée en termes de production de jeu. Donc là, c'est vraiment très étonnant de l'avoir déjà aussi forte à ce moment de la saison, alors qu'à côté, si on regarde en Allemagne, le Bayern galère, à Madrid, le Real galère aussi, bon pour des raisons sans doute totalement différentes. Et du coup, t'es optimiste pour la suite de la Juve? T'as pas peur, par exemple, que cette trêve, elle ralentisse un peu tout ça et que finalement la Juve, elle a un vrai coup de mou à un certain moment? Ah ben moi, je suis un peu, j'ai de la scaramanzia. Je n'aime pas encore le mot en français, mais je préfère pas trop m'avancer et je suis superstitieux. Voilà, le mot c'est superstitieux. Je me refuse de croire qu'on va si bien jouer toute la saison, parce que ça c'est trop beau. Parce que si on joue tout aussi bien toute la saison, on met notre pied dans les meilleures équipes de l'histoire, niveau jeu et niveau rendement. Donc moi, je me dis, c'est pas possible. C'est trop beau. C'est tous les matchs en écrasant l'adversaire. Hein. Et c'est pas qu'on a joué que contre des deuxièmes couteaux. On a joué contre Naples. Et Naples, c'est la deuxième équipe italienne. C'est l'équipe qui a battu Liverpool en Coupe des Champions. On a joué à Valence contre Valence, à 10. On n'a pas joué que contre des deuxièmes couteaux. Hein. Vraiment, on a un niveau qui ne peut pas durer toute la saison parce que ça serait simplement trop beau. Maintenant, je ne demande pas mieux, hein, mais ça serait trop beau. Non, mais c'est vrai que contre Valence et contre le Napoli, on a surtout vu cette même sérénité, cette même confiance surtout. Alors les victoires évidemment aident à faire gagner la confiance et quand la Juve enchaîne comme ça, les joueurs ne peuvent qu'avoir une auto-estime un peu comme on dit en italien très très grande. Mais c'est vrai que ouais, je suis un peu comme toi, je me dis ça serait trop beau de voir la Juve continuer comme ça jusqu'au bout. Maintenant voilà, il y a un peu un pacte maintenant dans le vestiaire avec l'arrivée de Cristiano Ronaldo pour cette fois aller la chercher avec des champions. Donc je pense que les joueurs sont surmotivés, mais ça reste quand même, une saison c'est très très long, c'est presque 10 mois et ça va être très dur de maintenir ces forces-là jusqu'au bout, sachant que ce qui est impressionnant, c'est même pas ce qu'on voit sur le terrain, c'est tout ce qui est autour. Je veux dire, tu as des joueurs qui vont pas jouer 2 matchs. Tu sais comment ça va en Italie. Un joueur connu, il joue pas 2 matchs, c'est directement, il y a un problème d'Ibala, il y a un problème X, il y a un problème Y. Là, on interviewe le joueur, il est toujours content. Il est toujours en train de dire c'est normal que je joue pas, je suis un peu moins bien, c'est normal qu'il y ait une rotation, etc. Tout va bien. Marotta s'en va. Je veux dire, Marotta, c'est l'administrateur général. C'est pas rien, Marotta. C'est le numéro 2 du club, quoi. Marotta s'en va, on monte sur le terrain, comme si de rien n'était, on fait notre match, on gagne. J'ai l'impression qu'il y a rien qui peut nous ébranler cette saison. Et ça, c'est vraiment trop beau. Oui, donc je m'avance pas trop, hein. Je m'avance pas trop parce que ça serait juste trop beau et voilà, j'ai peur que le rêve s'arrête. Sachant que dans le football, en plus, on sait que ça peut aller très vite. Hein, il suffit d'une blessure, d'un mauvais résultat qui crée des tensions dans le vestiaire, et puis après les choses peuvent aller très vite. Mais en tout cas, oui, que je suis comme toi, je suis un peu déçu que la trêve arrive parce que c'est des trêves qui sont un peu frustrantes parce qu'on n'a pas l'impression qu'elles soient d'un très grand intérêt. Et ouais, vivement que cette trêve soit terminée et qu'on puisse revoir notre Juve briller autant. Et avec le même jeu. Exactement. Allez, comme d'habitude, pour conclure, qu'est-ce qui t'a marqué ce week-end en Italie Ce qui m'a marqué ce week-end en Italie, mais vraiment, encore une fois, notre jeu, moi je veux pas parler toujours la même chose, j'ai l'impression d'être un vieux con qui répète tout le temps la même chose, mais vraiment, depuis la Juve de Lippi, je n'ai pas vu un jeu pareil. La Juve de Conte, ça n'était pas pareil. Il y avait des belles actions, des beaux flashs de jeu, mais non, c'était pas aussi bien. Vraiment, les autres m'intéressent pas, voilà. Désolé, ils ne m'intéressent pas. D'habitude, j'ai toujours envie de tailler un joueur, parce qu'il y a toujours un joueur qui fait quelque chose de mal. Et étant un peu sanguin, tu vois, ça me reste sur les balls et j'ai envie d'en parler. Là, non, là, je vais pas faire de flop. Ils ont tous été beaux gosses, nos joueurs. Je vais pas en tailler un pour en tailler un, quoi. Même Bonucci, j'ai envie de lui faire des câlins. Là, il a fait une passe en profondeur. On aurait dit Pirlo. Non, voilà. Ce qui nous marque, c'est nous. On est fantastique. Voilà. Je t'embrasse, Fio. J'embrasse tous les Juventini. Mais après, est-ce qu'on peut vraiment t'en vouloir de pas t'intéresser à la concurrence dans la mesure où elle nous inquiète pas du tout, hein. On a déjà 6 points d'avance sur le Napoli. C'est un sans faute là qui est en train de tuer presque le championnat. Alors j'espère que ça aura pas de conséquences négatives
qui pourrait amener un petit peu un relâchement des joueurs si toutefois ils devaient augmenter encore plus leur avance. Mais oui, c'est vrai que on voit le Napoli qui a un rythme plein et voilà, qui arrive pas à suivre la Juve et on voit même qu'une équipe comme l'Inter qui avait si mal commencé le championnat aujourd'hui est remontée à la 3e place. Alors avec des victoires toujours à l'arrache, hein, c'est pas oui, à l'arrache en fin de match. Moi, je te dis, fin novembre, début décembre, ils explosent. Hein. On verra. Bah moi, en privé, hein, je t'avais dit que la victoire contre Tottenham, pour moi, allait changer leur saison et que ça allait la lancer. Alors pour le moment, ça me donne raison, on va dire, en termes de résultats. Hein, ils ont enchaîné, hein, championnat, Ligue des Champions, ils ont gagné et ils sont revenus quand même à la 3e place, là, 2 points seulement du Napoli. Après, voilà, c'est des victoires à l'arrache, donc on sait que c'est une certaine fragilité, on va dire, ce genre de système, et que ça peut très vite basculer dans le mauvais sens, justement. Oui, mais là, ils vont gagner le derby, je pense, contre le Milan, parce que ouais, voilà, je le sens, ils vont gagner le derby, ils vont un peu s'enflammer, ils vont se dire on est l'anti-Juve, et là, patatrac, comme tous les ans. Souvenez-vous, l'Inter de Mancini, qui était premier du championnat jusque Noël. Souvenez-vous, l'Inter, quasiment tous les Inters, hein. Super début de saison. Là, la différence, c'est qu'ils ont fait un mauvais début de saison. Mais le match qui peut tout changer pour eux, au-delà du derby, c'est surtout s'ils battent le Barça. Et c'est vrai que connaissant certains joueurs du côté interiste, sans vouloir leur faire insulte, mais qui peuvent prendre la grosse tête un peu facilement, c'est sûr que s'il y a un bon résultat du côté de Barcelone, ça va s'enflammer très vite. Et contrairement à la Juve, qui justement jusqu'à maintenant est vraiment très concentrée et très très précise dans ses matchs, très appliqués, c'est des fois des joueurs qui peuvent être un petit peu comme Lyon, hein, qui a battu Manchester City, c'est-à-dire des joueurs qui vont être à fond sur le match contre le Barça et qui le week-end prochain contre le Chievo, Sassuolo, Las Palmas, je sais pas, vont pas forcément avoir par contre le même état d'esprit, la même concentration. Non, mais ça c'est typiquement intéressant, c'est dans leur ADN et c'est pas une critique de l'extérieur, eux-mêmes le savent, eux-mêmes le disent. D'ailleurs, l'hymne de l'Inter, c'est pas de sa Inter, c'est l'Inter folle entre guillemets. C'est un club qui a toujours été comme ça. C'est un club qui est capable de battre n'importe qui sur un match et faire un match incroyable. Et la semaine d'après, aller perdre contre le dernier du championnat. C'est typiquement intéressant, ça. Ça a toujours été comme ça. Eh ben, ce sera le mot de la fin. Prochain rendez-vous avec la Juve, ce sera le samedi 20 octobre à 18h. La Juve qui recevra le Genoa. Et puis, quelques jours plus tard, il sera temps d'aller sur le terrain de Manchester United. Et on sera là, évidemment, pour en parler. Merci, Calo, d'avoir été avec moi ce soir. Et puis, merci à bientôt. À toi. Ciao, tutti. Salut.